Bonsoir tout le monde. C'est avec un grand plaisir que je vais présenter Gary Cockburn. Gary et moi, on s'est rencontrés il y a longtemps, on se connaît depuis longtemps et c'est vraiment un grand privilège de l'avoir ici avec nous aujourd'hui. Donc, je voudrais le remercier. Il est très tôt chez lui ce matin et donc je voudrais aussi le remercier parce qu'il est si enthousiaste et si passionné. Il se engage vraiment beaucoup avec l'IBA. Gary fait partie de l'IBA depuis 1999. Il a toujours été un membre très actif de l'IBA et en plus, il a toujours été très engagé dans ses activités. Il a été le rapporteur à l'occasion de beaucoup de conférences et d'événements. Il a toujours été un rapporteur important aussi à Séville, au Portugal et dans beaucoup d'autres pays. Gary est vraiment une personne merveilleuse. Il a aussi contribué avec beaucoup d'essais scientifiques. C'est vraiment une caractéristique typique de Gary, qu'il est très précis, très rigoureux. Et donc, c'est vraiment un honneur et un privilège pour nous de l'écouter ce soir. Il va parler du caractère masochiste. Il est basé en Nouvelle-Zélande. Il est formateur de la New Zealand Society for Bioenergetic Analysis. Et donc, on est vraiment ravis de l'accueillir ici. Et je suis ravie d'avoir Gary à l'occasion de ce webinaire. Et je voudrais le remercier de tout mon cœur. Bon travail, Gary. Merci beaucoup, Patricia. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je voudrais aussi saluer mes amis bioénergéticiens du monde entier. Je voudrais aussi remercier et saluer tous les collègues des autres disciplines dans le monde. Je vais essayer de parler italien. Merci Alessandro, merci Marco, merci Pasquale, merci aux interprètes. Merci au personnel de la formation continue en psychologie qui travaille derrière les coulisses. J'espère que vous allez comprendre mon accent néo-zélandais. Je sais que beaucoup le trouvent difficile à comprendre. Maintenant, je me trouve à Wellington, à Aotearoa, en Nouvelle-Zélande. C'est tout au fond du monde. Vous voyez là sur la carte. Je voudrais vous saluer, vous accueillir dans la langue maori de la Nouvelle-Zélande, Haere mai, haere mai, c'est-à-dire un salut chaleureux à vous tous et toutes. Ici, il est 6h07 du matin, c'est mercredi le 23 novembre, ici à Wellington, et donc je peux vous assurer que votre demain viendra. Aujourd'hui, je vais parler du caractère masochiste. Dans le webinaire précédent, vous avez déjà entendu parler de 3 des 5 structures de caractère que Alexander Lowen a décrites pour la première fois dans son merveilleux livre Body Language, le langage du corps. Le livre a été publié pour la première fois sous le titre The Physical Dynamics of Character Structure en 1958. Lorsque on m'a demandé de participer à ce webinaire, j'ai dû me regarder longtemps dans le miroir parce que moi, j'ai une structure de caractère masochiste.
Quand on lit la littérature, ce n'est pas facile d'avouer qu'on a un caractère masochiste. Sigmund Freud a décrit l'existence du masochisme comme une existence mystérieuse. Wilhelm Reich a déclaré que le trait typique du caractère masochiste est un sens chronique et subjectif de souffrance. C'est une tendance à se plaindre, à provoquer de la douleur et à s'avilir soi-même. Une passion intense pour tourmenter les autres. Les masochistes donnent l'impression d'une carence mentale. Alexander Lowen déclarait, je vais le citer, que le problème du masochisme a été et reste l'un des problèmes thérapeutiques les plus difficiles. Même dans l'apparence physique, les masochistes font penser à un gorille. Leurs dos ont une tendance à être arrondis. Ils ont le cou court et épais. Les bras, les cuisses sont bien musclés. Merci, Dr. Lowen. Peut-être je préfère lire les mots de Ron Robin, un thérapeute bioénergétique de New York. Il décrivait les masochistes comme des consolidateurs. Il disait qu'ils avaient un intérieur doux et sensible et un extérieur lent et stable. La détermination assure un mouvement méthodique. Les consolidateurs donnent de la force et des limites aux visions. Alors, voilà ce que je préférerais entendre, c'est-à-dire les attributs positifs du caractère masochiste. Et bon, il est important de comprendre qu'il existe deux types de masochisme. Le masochisme sexuel et le masochisme social. Alors, dans le premier cas, il s'agit d'une perversion sexuelle. C'est-à-dire être battu jusqu'à l'orgasme. Mais je voudrais vous assurer que je ne suis pas ce type de masochiste. Ou au moins, je pense que non, je ne suis pas comme ça. Ce que je trouve un peu choquant en lisant Lowen et les premiers auteurs psychanalytiques, par exemple Otto Fenichel et Gary, désolé, mais on ne voit pas les diapos. Les diapos ne bougent pas, on ne change pas de diapo. Alors, désolé. Voilà, excusez-moi. Alors, je parlais de Freud, de Reich, de Lowen et de Robin avec leur théorie. Alors, je parlais des deux types de masochisme. Dans le premier cas, il s'agit d'une intervention sexuelle, c'est-à-dire être battu, être frappé jusqu'à l'orgasme. Alors, je vais répéter. Le premier type, c'est une perversion sexuelle. Et ce que je trouve un peu choquant à Lisa Lowen et les premiers auteurs psychanalytiques, par exemple Otto Fenichel et Sandor Ferenczi, c'est la prévalence de pratiques parentales horriblement
abusive envers les enfants, avec des lavements forcés, par exemple, avec une attention très intrusive portée aux organes sexuels des enfants, ainsi que des abus sexuels traumatiques et sadiques. Ces premières analystes demandaient à leurs patients de révéler les détails les plus intimes de leur vie sexuelle et de leurs fantasmes. Aujourd'hui, cela pourrait être considéré comme du voyeurisme de la part des thérapeutes. Cependant, ils étaient guidés par le désir d'essayer d'analyser en profondeur la dynamique édipienne qui était à l'œuvre, même dans les circonstances les plus horribles. Alors, ce n'est pas surprenant qu'ils aient pu écrire de manière aussi complète sur le sadisme et sur le masochisme sexuel, parce qu'ils disposaient d'une vaste histoire de cas. Et ensuite, il y a un deuxième type de masochiste. On peut l'appeler le masochisme social par opposition au masochisme sexuel. Ce type de masochisme est une structure de caractère, une façon d'organiser sa personnalité. Il est important de noter, quand vous le voyez à l'écran, que la structure masochiste peut se décrire par des termes qui ne sont pas vraiment flatteurs. Le masochiste est décrit comme autodestructeur qui vit dans un bourbier masochiste, têtu, résistant, souffrant, impudique, martyr, culpabilisé, triste, déprimé, rancunier. Une personne qui va vaincre le thérapeute et qui va le provoquer à une attaque sadique ou à la mort par longue souffrance. Et bon, ce n'est pas vraiment de liste excitante de attributs personnels. Donc, le masochiste doit être à même de lire cette liste d'attributs. Mais curieusement, le premier masochiste n'avait pas une structure de caractère masochiste. L'étiquette masochisme vient du nom de Leopold Sacher Masoch. Il était un caractère schizoïde excentrique. Il a écrit un best-seller en 1869 intitulé Venus in Furs. Si je ne me trompe pas, récemment, un film a été tiré de ce livre et le livre était autobiographique. Ces trois épouses se sont plaintes plus tard d'avoir dû l'habiller de fourrure et d'avoir dû le fouetter. Alors, il était obsédé par le tableau de Rubens qui représentait sa femme couverte de fourrure. Et bon, comment est-ce que le masochisme est passé de la littérature à la psychanalyse et à l'analyse bioénergétique plus tard? Il faut remonter à 1886, lorsque le sexologue Kraft Ebing a publié un livre sur les perversions sexuelles. Le titre était Psychopathia Sexualis, a Clinical Forensic Study. Voilà une image du livre et c'était la première édition de ce livre. Le voilà ici.
Klinische forensische Studie. Alors, au cours des 17 années suivantes, 12 nouvelles éditions de ce livre ont été publiées, avec plus de 300 cas d'études sur les sujets tels que l'inceste, la bestialité et la nécrophilie, et d'autres perversions aussi. Le livre a été un best-seller. Krafft-Ebing a décrit le comportement sexuel consistant à être battu, et il l'a appelé masochisme à l'honneur de Léopold Sacher-Masoch. Krafft-Ebing a aussi donné le nom sadisme du marquis de Sade, qui écrit un livre très populaire, Les 120 journées de Sodome, en 1785, avec la description de violences sexuelles. En créant la psychanalyse, Sigmund Freud a intégré 3 mouvements intellectuels puissants. Excusez-moi, je reviens sur la diapo. Alors, il a intégré 3 mouvements qui étaient en cours en Europe à la fin du 19e siècle. Le premier mouvement était la psychopathologie française, avec le travail de Charcot et de Janet. Le deuxième mouvement était l'étude scientifique de la psychologie qui prévalait en Allemagne et qui était appelée psychophysique, avec le travail de Helmholtz et Fechner, qui était intégré dans la théorie de la psychanalyse. Ensuite, le troisième grand mouvement, qui a été intégré par Freud dans sa théorie de l'esprit, est celui de la sexologie de Havelock Ellis en Angleterre et Krafft-Ebing en Allemagne. Et voilà comment le masochisme est entré dans la psychanalyse. Et donc, pour résumer, le masochisme a voyagé de la littérature à la science jusqu'à la psychanalyse. Et c'est dans la psychanalyse qu'il a trouvé un foyer et il s'est développé jusqu'à devenir un caractère solide. Alors, je pensais que ce serait intéressant de voir 3 masochistes célèbres. Le premier était Socrate, l'homme le plus sage qui n'ait jamais vécu. Il était décrit comme têtu. Il ne s'habillait pas très bien. Il était vraiment l'homme le plus sage parce qu'il savait qu'il ne savait rien. Et ensuite, un autre masochiste était Beethoven. Voilà une image de sa masque. Selon beaucoup de personnes, Beethoven était le plus grand musicien de tous les temps. Et ensuite, aux États-Unis, nous avons aujourd'hui Alex Jones. C'est un théoricien de la conspiration. Et il peut être considéré comme l'homme le moins sage qui n'ait jamais vécu, puisque récemment, il a été condamné à une amende de plus d'1 milliard de dollars à cause de ses mensonges. Donc, il y a des masochistes qui ont aussi des attributs positifs. Et maintenant, je voudrais aborder un aperçu de l'histoire du masochisme au sein de la psychanalyse. Je vais vous raconter quelques détails.
Et donc, je vous invite à être patient et à vous asseoir de façon confortable pour écouter cet aperçu de l'histoire. Nous allons examiner pourquoi Freud a étudié le masochisme. Ensuite, nous allons examiner l'importance de l'étude de Wilhelm Reich sur le masochisme. Et après, on va aussi donner de l'espace à la contribution de Lowen à la compréhension du masochisme. Enfin, nous allons examiner une théorie moderne des relations d'objets sur le masochisme. Voilà les sujets que je vais aborder maintenant. Si l'on considère l'analyse de Freud sur le masochisme, il faut aller jusqu'au début de la psychanalyse. Et on doit se focaliser sur les 3 essais sur la théorie de la sexualité de Freud. Dans ces essais, dédiés à la théorie de la sexualité, Freud déclarait que la sexualité était la clé pour comprendre la vie de l'esprit et tous les problèmes psychologiques. Dans ces 3 essais, Freud disait que l'agressivité était enracinée dans la sexualité elle-même. Ce n'était pas donc une pulsion séparée. Selon Freud, il était très important de comprendre le complexe d'Édipe dans lequel l'enfant éprouve inconsciemment des sentiments agressifs et meurtriers à l'égard du parent du même sexe. Et on trouve cette théorie déjà dans la première psychanalyse avec une description en tant que névrose. En 1913, Freud avait intégré l'agressivité dans son chemin du développement humain avec l'étude du stade de développement sadique anal. Ainsi, le sadisme et le masochisme étaient considérés comme des fixations de l'agressivité au niveau du développement anal. Et maintenant, nous allons approfondir la compréhension de l'instinct de la mort de la part de Freud. Le début des années 20 ont été une période très stressante pour Freud. En 1920, Freud a écrit un article intitulé Au-delà du principe de plaisir. Alors, dans cet article, il a dérouté ses disciples parce qu'il disait que la pulsion sexuelle ou libido n'était peut-être pas la seule force motivant les êtres humains. Freud a commencé à réfléchir au rôle de la culpabilité. Et cela a créé de la confusion parmi beaucoup de ses disciples qui étaient convaincus de l'importance exclusive de la pulsion sexuelle pour comprendre les névroses humaines. Alors, toujours au début des années 20, beaucoup de ses disciples, les principaux, dont Sándor Ferenc et Otto Rank, découvraient que les techniques classiques d'analyse des rêves et du transfert créaient ce qu'ils appelaient une réaction thérapeutique négative.
En d'autres termes, l'état des patients s'aggravait après une amélioration initiale. Après, ils attaquaient systématiquement les tentatives de l'analyste pour les guérir. Cela a été décrit comme le problème du masochisme. Et c'était vraiment un problème remarquable pour les premières analystes, parce qu'ils pensaient que c'était nécessaire de nouvelles techniques d'analyse. Ferenczi et Rank ont écrit un livre titré Le développement de la psychanalyse en 1924. Dans ce livre, il cherchait des techniques d'expression émotionnelle pour les utiliser dans la psychanalyse, mais Freud a rejeté cette approche. Ensuite, Freud a commencé à réfléchir à l'idée d'un instinct de mort, thanatos en grec. Cet instinct était posé à côté de l'instinct de vie ou libido, eros en grec. Cela a été inclus dans la théorie des pulsions inconscientes. Freud cherchait à expliquer la prévalence de la réaction thérapeutique négative à laquelle les analyses faisaient référence. Il essayait également d'expliquer le caractère destructeur de la Première Guerre mondiale à laquelle 2 de ses fils avaient participé. En outre, en 1920, on lui avait diagnostiqué un cancer de la mâchoire et sa fille, Sophie, était morte à cause de la grippe. Son disciple, Victor Tausk, s'était suicidé. Et un jeune ami proche, Anton von Freund, était mort d'un cancer. Ce n'est pas une période heureuse. Freud a exprimé sa pensée sur l'instinct de mort dans un article sur le masochisme intitulé Le problème économique du masochisme, écrit en 1924. Dans cet article, Freud a décrit 3 formes de masochisme. C'est-à-dire le masochisme érotogène au primaire, qui consistait à prendre du plaisir dans la douleur et qui faisait référence à la pratique sexuelle décrite par Krafft Ebing. Dans un article, Freud a également décrit le masochisme féminin, c'est-à-dire le désir d'être impuissant, dépendant et traité comme une femme. C'était évidemment un point de vue victorien et non courant. Cependant, Freud est surtout intéressé au masochisme moral, c'est-à-dire au besoin de souffrir qui, selon sa théorie, provenait d'une culpabilité inconsciente qui était déconnectée de la sexualité. Et, fait important, Freud considérait le masochisme moral comme une manifestation instinctive de l'instinct de mort. Et je tiens à souligner ces éléments du masochisme moral, le besoin de souffrir qui dérive d'un sens de culpabilité inconscient et d'une manifestation de l'instinct de mort.
Et donc, le masochisme a été expliqué par l'instinct de mort, une pulsion biologique qui se trouve dans les êtres humains qui sont portés à être destructifs et à souffrir. En 1933, une année après le stage de Reich sur le masochisme dont on va parler plus tard, Melanie Klein, psychanalyste qui a étudié à Berlin, et en ce moment, je ne trouve pas son nom, et qui par la suite, en 1926, était parti pour l'Angleterre pour travailler avec Jones. Alors, Melanie Klein dépassa Freud pour ce qui est de l'instinct de mort. Melanie Klein a élevé l'instinct de mort à pulsion primaire de la psyché, plus important encore de la libido, et exprimé en tant qu'avidité et envie. Dans la pensée moderne de Klein, l'instinct de mort est encore vu comme la base de toute une série de comportements de fantaisie agressive et destructive, parmi lesquels le masochisme et le sadisme. Et maintenant, passons de Freud à Reich. 8 ans après l'article de Freud en 1932, Wilhelm Reich défia et répudia directement l'analyse de Freud sur le caractère masochiste et l'idée, le concept de instinct de mort. Il a écrit un article très long sur l'International Journal of Psychoanalysis, le journal international de la psychanalyse, qui a été plus tard publié comme chapitre 9 de son livre L'analyse caractérielle. Le voilà. Voilà le livre. Regardez, c'est un tome très important. Si vous avez la possibilité, lisez ce chapitre 9 qui a été publié dans le Journal international de la psychanalyse. Et dans cet article, Reich a écrit, et je cite, « Il aurait été impossible de trouver une réponse au masochisme si nous étions tenus à la théorie selon laquelle le masochiste fait une fixation sur la souffrance en raison d'un sentiment de culpabilité refoulé ou d'un besoin de punition censé être la manifestation de l'instinct de mort. » Et donc, comme vous pouvez le constater, il s'agissait d'un défi direct à Freud et à ses idées. Reich défia les 3 éléments de l'analyse du masochisme, l'idée du masochisme moral, et l'existence de l'instinct de mort. Alors, il est intéressant de marquer que Reich, par la suite, a été expulsé de l'Association psychanalytique internationale environ 12 mois après la publication de cet article. Alors, quelle était la théorie de Reich sur le masochisme, étant donné qu'il avait défié directement les théories de Freud? Reich a montré comment le masochisme s'inscrit dans la théorie classique de la libido de Freud. Reich réaffirme donc le principe du plaisir que Freud avait dépassé dans son
dans son œuvre précédente. Beyond the Pleasure Principle. Et donc, il a utilisé la théorie de la libido de Freud pour attaquer le concept de l'instinct de mort de Freud même. L'article de Reich sur le masochisme est très important dans l'histoire de la psychanalyse et de l'analyse bioénergétique. Cet article a établi l'analyse du caractère comme une nouvelle technique au sein de la psychanalyse. Le brio de Reich en tant que clinicien a été reconnu par de nombreux analystes, bien que d'autres l'aient amèrement attaqué pour défendre Freud. Mais Reich s'était penché sur le comportement du patient et son corps pour arriver à une théorie générale sur la structure caractérielle et pas seulement ce qui se passait dans l'esprit du patient. Reich a montré comment les défenses d'un patient sont physiquement et psychiquement figées ou gelées à chaque niveau structurel du développement libidinal, c'est-à-dire au stade oral, anal et génital. Et que ce gel crée une structure caractérielle ou bien toute une façon d'organiser la personnalité dans le monde. Il est important de comprendre que les travaux de Reich sur le masochisme ont jeté les bases pour le premier livre de Lowell, La dynamique physique de la structure caractérielle, publié plus tard sous le titre Le langage du corps. Et ça a été grâce à l'étude du masochisme que le concept de structure caractérielle est né. Alors, qu'a-t-il réellement découvert Reich sur le masochisme? Son étude de cas montre, du point de vue de l'énergie sexuelle, que le masochisme est à la fois une fixation anale et une inhibition génitale. L'intensité de l'excitation génitale est terrifiante pour le patient et cette excitation est, remplacée par le plaisir peu intense et non clinique de la zone anale. Le plancher pelvien et le bas du dos deviennent très spastiques et liés à la masse musculaire. Dans l'étude de cas, Reich a découvert que le masochisme était fixé au stade anal. Et cette analyse a ensuite permis de faire émerger les fantasmes sadiques du patient. Ceci a révélé une angoisse de castration du stade édipien. Reich a ensuite encouragé son patient à avoir des expériences orgasmiques génitales normales dans le but de réduire la spasticité du plancher pelvien. Et enfin, il a soutenu le patient dans son environnement social afin qu'il mène une vie sans frustration, afin que le patient ne revienne pas à sa conduite masochiste. Nous pouvons donc voir à partir de cette étude de cas étendue comment Reich a considéré la structure caractérielle du patient du point de vue du développement
du stade du développement mental, du stade anal au stade génital du développement. Il ne s'agissait pas seulement de ce qui se passait dans l'esprit de la personne, mais aussi de tout ce qui se passait dans son corps et même dans son comportement interpersonnel. Donc, nous avons étudié et approfondi la contribution de Freud, de ses idées, puis les idées de Reich sur le masochisme. Et maintenant, nous allons aborder la contribution d'Alexander Lowen au masochisme et ses idées. Lowen avait une vision beaucoup plus détendue de la question et les arguments théoriques sur l'existence de l'instinct de mort n'étaient plus si importantes ou elles ne faisaient plus l'objet d'un débat tellement animé. La description de Lowen des causes du masochisme dans son ouvrage Langage du corps, publié en 1858, a préfiguré une partie du schéma du développement de Margaret Mahler et de la théorie des relations objectales dont on va parler d'ici peu. Lowen a montré que le masochisme se produit au moment de l'omnipotence naissante de l'enfant, c'est-à-dire vers l'âge de 2 ans, lorsque l'enfant découvre sa capacité à dire non. Et je crois que tout le monde peut se rappeler de cette phase où les enfants disent non à tout. Mais dans le masochisme, il y a toutefois un étouffement de l'agressivité de l'enfant qui se produit même avant qu'elle puisse s'adapter à la réalité de son fonctionnement mental et génital. Le champ de bataille se situe donc principalement autour des comportements alimentaires et déficatoires de l'enfant. Il y a une profonde honte du soi émergent de l'enfant et une profonde humiliation pour l'enfant de perdre son sentiment initial d'auto-agentivité. Lowen a montré comment la tendresse de l'enfant envers sa mère étouffante est utilisée pour bloquer l'agressivité naturelle. Cette agression bloquée inhibe ensuite l'expression de la tendresse et de la sexualité génitale. Lowen appréciait beaucoup la difficulté de travailler avec le masochisme et dans aucune structure caractérielle, l'ambivalence, disait-il, est tellement marquée et le conflit tellement grand. Le diagramme de Lowen à la page 191 de son œuvre Le langage du corps est très important. Dans le diagramme à gauche à l'écran, comme vous pouvez le voir, Lowen montre dans le diagramme comment l'agression et la charge érotique se combinent pour produire l'expression agréable de la sexualité. Et donc, on a besoin des deux. L'agressivité et la charge érotique qui doivent se combiner pour produire l'expression agréable de la sexualité. Le diagramme masochiste à droite, ici dans la diapo, montre l'existence d'une agression écrasante tant au niveau des épaules et du cou.
et aussi au niveau de fesses. Cette agression écrasante agit comme une pince qui agit pour comprimer l'organisme. La charge érotique bloquée renforce l'agression, retournant l'organisme contre lui-même. Ainsi, pour le masochiste, l'énergie au niveau du col et des épaules et l'énergie au niveau plus profond du plancher pelvien et des fesses est utilisée de manière agressive contre l'expression de tout sentiment tendre et inhibe l'expression sexuelle. Lowen a ajouté ses pensées originales publiées dans son livre Les langages du corps, publié en 1958, aussi dans le livre publié en 1975, Bioénergétique, après plus de 20 ans plus tard. Dans ce livre, Bioenergetics, Lowen souligne que la musculature épaisse et puissante retient toute la charge énergétique du masochiste. La contention très forte inhibe l'expression des organes périphériques, et c'est-à-dire les organes sexuels qui sont faiblement chargés et qui ne sont pas capables de se décharger, de se libérer complètement. Lowen, en notant la compression et l'effondrement de l'organisme dans la région de la taille, renvoie à son diagramme important, celui de la page 191, celui que vous voyez ici affiché à l'écran. Et après, il passe en revue les causes du masochisme en réaffirmant les points clés qu'il avait exposés en 1975, à savoir que la mère dominante qui se sacrifie étouffe l'enfant qui est amené à se sentir extrêmement coupable de toute tentative de vouloir affirmer une quelconque négativité, et l'accent était mis sur l'alimentation et la défécation. Et il note également, comme l'avait découvert Reich, qu'il existe une forte angoisse de castration dans cette structure caractérielle, c'est-à-dire la peur d'être coupé des relations parentales tendres. Alors, il y a une forte tendance, comme nous l'avons vu dans la description par Lowen des caractéristiques physiques d'un masochiste, à identifier les masochistes avec cette morphologie endomorphe de Sheldon, c'est-à-dire un corps gros, court et comprimé. Lowen, en effet, avait dit que les masochistes ressemblent à un gorille. Même dans la caricature du masochisme sexuel, l'homme ressemble à un gorille. Et les mots dans le dessin disent « Allez, tu ne veux pas mettre ça pour quelques minutes ?» Et la femme répond « Tu ne vois pas que je suis en train de lire ?» Et elle est en train de lire la Sainte Bible. Donc, c'est une belle bande dessinée, je dirais. Après, dans le merveilleux dessin de Vincentia Schroeter sur les types de caractères bioénergétiques, là, vous voyez, Vincentia a dessiné la structure caractère schizoïde, oral, masochiste, borderline, psychopathe et rigide. Et là, on peut facilement identifier le caractère masochiste, même si je n'avais pas cerclé cette figure. Si cette forme de corps, qui peut également être génétique, identifie une forte tendance masochiste, il est important de réaliser que la défense masochiste peut être présente aussi dans d'autres types de caractères.
car nous avons probablement tous de traces de différents styles de caractère dans notre constitution génétique. Il n'y a pas donc que les masochistes qui sont des masochistes. Il s'agit d'une question de niveau, d'organisation de la structure caractérielle centrale. Et il se peut également que les personnes et les cultures dotées de structures musculaires génétiquement courtes et épaisses utilisent cet héritage génétique pour se protéger contre les épreuves et les troubles normaux de la petite enfance, de l'enfance, une période où nous sommes tous blessés en tant qu'êtres humains. Nous avons donc examiné les points de vue libidinaux, freudiens, reichiens et loweniens du masochisme. Dans la psychanalyse moderne, il existe toute une série de points de vue sur le masochisme et ils sont tous pour base l'idée de Freud du masochisme moral, un investissement dans la souffrance par la culpabilité. L'accent des différentes théories peut être mise sur le sadisme ou le narcissisme ou la dépendance ou la paranoïa ou la supériorité morale ou bien sur l'idée que le fait que le monde me doit quelque chose car j'ai tellement souffert. Peut-être qu'en tant que professionnels de l'aide, nous avons tous une touche de masochisme lorsque nous souffrons et nous supportons la douleur de nos patients pendant de longues périodes de temps sans ressentir la négativité que nous pourrions secrètement avoir pour eux. Ma pensée est que toutes ces différentes perspectives sur le masochisme au sein de la psychanalyse peuvent s'ajouter à la compréhension rachinienne lowenienne du masochisme. Elles ne la contredisent pas, mais elles la renforcent et renforcent cette idée. En particulier, la trajectoire évolutive du développement psychoanalytique de Margaret Mahler et la perspective des relations d'objets sur le masochisme peuvent ajouter à notre compréhension quelque chose. Et comme nous l'avons vu avec Lowen, la crise du développement du masochiste se produit vers l'âge de 2 ans, lorsque l'enfant commence à dire non à ses parents, surtout lorsqu'il s'agit de manger, de déféquer et de s'habiller. La volonté de l'enfant est donc écrasée dans un stade important du processus de séparation et d'individuation, comme l'a été bien souligné par Margaret Mahler. L'enfant est encore en train d'établir une constance d'objets, c'est-à-dire une représentation interne stable d'une mère suffisamment bonne, capable de rééquilibrer le narcissisme naturel émergent et les tendances dépressives qui se manifestent vers l'âge de 30 mois lors de la crise du rapprochement. Et l'enfant commence à dire non, non à tout. Et après 6 mois, l'enfant commence à être plus conscient du monde, de lui-même, et il sort du rapport symbiotique avec la maman. Et dans ce moment, l'enfant acquiert un narcissisme naturel. L'enfant lui-même veut être vu.
comme un bijou. Et en même temps, l'enfant commence à comprendre qu'il y a un monde dehors. Et il devient plus triste. Il y a les larmes aux yeux qui peuvent apparaître très rapidement. Et la maman, donc, a besoin de supporter le narcissisme naturel de l'enfant et en même temps de consoler l'enfant lorsqu'il est déprimé. Et donc, le support de l'enfant dans le moment du narcissisme et de la dépression va établir un sens antérieur de la maman en tant qu'objet constant antérieur. Et l'écrasement de l'enfant à 24 mois va obstaculer le développement du sens antérieur d'avoir une bonne maman, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui puisse le rendre plus stable. Donc, l'étouffement de l'agressivité de l'enfant à ses non et non, soit avec cruauté et sadisme, soit avec la séduction d'être un bon garçon, une brave fillette, va créer des représentations internes négatives ou des objets internes, en termes psychoanalytiques, du soi et de l'autre. Ces représentations internes de la mère persécutrice et du surmoi sadique de l'enfant lui-même peuvent se combiner en une image démoniaque qui trône sur le grand autel de la psyché de l'enfant. C'est-à-dire le vrai moi s'enferme dans une retraite psychique et devient, d'après les mots de Grotstein, une voix dans la crypte, dont les échos ne peuvent qu'être faiblement détectés dans la souffrance du masochiste. Et donc, la profondeur psychologique, énergétique et musculaire dans laquelle ces objets intérieurs sont enfuis les comprime un symbole effrayant, des démons, des ogres, des envies qui ont une puissance démoniaque active et terrifiante qui doit finalement être révélée, possédée et humanisée. J'ai parlé et je parlerai du caractère démoniaque, de la profonde négativité et de la terreur qui existent chez les masochistes. Ce concept de démoniaque peut être difficile pour certaines personnes qui ont une approche religieuse, spirituelle de la vie. Et cela pourrait ne pas être utile à utiliser avec des patients. Je ne parle pas de la possession de la personne par une entité spirituelle maléfique externe, comme dans le film L'Exorciste. Ce dont je parle, c'est du caractère ou la sensation du soi, de ce que ressentent les contractions les plus profondes de la psyché et du soma humain. Elles se sentent démoniaques, c'est-à-dire quelque chose de totalement étrange et terrifiant qui a un contrôle ultime et total sur la psyché. Les représentations internes normales, les objets internes des autres, sont généralement réalistes. Mais lorsque ces objets internes représentent l'organisme contre soi-même ou la force vitale qui est obligée de se replier sur elle-même de manière fondamentale,
Ces objets peuvent devenir bizarres, démoniaques. Ils peuvent être perçus comme des démons, des ogres, des monstres, des zombies et d'autres habitants des abysses. Un patient qui a identifié les démons comme les yeux de la Belle et la Bête. Et donc, cette personne doit accueillir ces objets internes, les accepter dans sa psyché, décharger la terreur liée à ce processus et transformer ces monstres en cœur humain. Monstres qui ont un cœur humain. C'est l'histoire de Les Grenouilles un prince, La Belle et la Bête. Il y a beaucoup d'histoires. Ce sont des méthodes de transformation. Et c'est cela que on doit avoir chez les masochistes. Nous avons vu donc 4 choses, le masochisme du point de vue de Freud, de Reich, de Lowen et des relations d'objets. Et maintenant, nous allons aborder le masochisme dans un environnement clinique. Pour ce faire, il faut examiner des points qui pourraient être utiles pour notre travail avec des masochistes. Quand nous nous occupons du travail avec les masochistes dans un setting clinique, il faut rappeler que les masochistes se trouvent chez eux comme dans une prison. Il n'y a pas de voie de sortie pour eux. Du point de vue énergétique, du point de vue de la force vitale ou de la libido, les masochistes sont enterrés dans une prison musculaire orale et anale. Et le gardien a leur propre énergie génitale. Du point de vue relationnel, les masochistes ont un vrai soi qui est caché dans une crypte. Et le soi est caché par une figure étouffante, introjectée par un surmoi sadique. Une relation véritable avec un autre être humain est un synonyme de souffrance plutôt que de plaisir et de joie. Au niveau psychique, les masochistes sont enfermés dans leur narcissisme secret et dans leur terreur. Ils sont à la fois des saints secrets, ils sont bons, ils sont patients, mais ils sont aussi des pécheurs qui sont éternellement condamnés. Et donc, le défi thérapeutique consiste à trouver la clé de la porte de la crypte. Ce qui est difficile parce que les efforts pour ouvrir la porte ne font que pousser le masochiste à mettre plus de verrou que la porte. Comme Lowen l'affirmait, le masochisme a été et reste l'un des problèmes thérapeutiques les plus difficiles auxquels il faut faire face. La présentation qui suit va analyser la thérapie avec les masochistes. Cette diapo explique les difficultés de travailler avec le masochisme et les 2 façons dont la thérapie peut échouer. Il faut garder à l'esprit que les masochistes
recherche un amour inconditionnel, pré-édipien. Ils recherchent une protection dans l'espoir de retrouver leur chemin vers la liberté du soi. Pour ce faire, les masochistes s'abandonnent au pouvoir du thérapeute, mais le prennent secrètement en otage. De cette façon, ils se préparent subtilement à vaincre à la fois le thérapeute et eux-mêmes. De plus, ils induisent une culpabilité chez le thérapeute qui inconsciemment a assumé la responsabilité d'essayer de les aider. Et ce modèle peut aboutir à un cercle vicieux avec des schémas répétitifs de frustration des deux côtés. Et finalement, après avoir épuisé sa patience, le thérapeute pourrait punir le patient d'une manière sadique. Les techniques bioénergétiques sont bonnes pour cela. On peut, par exemple, faire en sorte que la personne s'assoie sur un tabouret ou que la personne assume une position appropriée, ou bien la thérapie va bloquer la frustration profonde et le patient, enfin, va abandonner la thérapie parce que la thérapie dégénère en une mort ennuyeuse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les thérapeutes doivent faire avec les masochistes? Le thérapeute doit prouver, il doit démontrer qu'il est capable de 3 choses. Il doit le faire tout au long d'une période plutôt longue. Alors, d'abord, il doit montrer d'avoir une patience, une sensibilité recherchée. Il doit aussi avoir la délicatesse d'une plume. Si l'on considère la solidité d'un masochiste, il est nécessaire d'avoir une sorte de marteau, on pourrait penser, mais en fait, ce n'est pas le cas. Il faut qu'il y ait une plume. Deuxièmement, la capacité de retenir le désespoir, la honte, la douleur. Et dernièrement, il faut avoir la capacité d'affronter le diable avec du courage et de l'amour. Cela veut dire que le thérapeute apprend à voir la lutte profonde dans les luttes ordinaires de la vie. Le thérapeute apprend à voir le désespoir, la honte, la douleur qui se cachent dans l'ordinaire. Enfin, le thérapeute soutient l'émergence du démoniaque qui se transforme en émotion claire dans le corps humain. Ce n'est pas un travail facile, évidemment, parce que les défenses psychologiques et somatiques sont très fortes. Le thérapeute doit insister sans cesse sur le comportement masochiste avec une sensibilité qui ne fait pas honte à la personne et qui ne l'humilie pas. Lorsque on travaille de perspective somatique analytique avec un masochiste, il faut tenir compte de 2 principes thérapeutiques très importants. Le premier principe est que l'inconscient réside dans les systèmes musculaires mous du corps, c'est-à-dire dans les intestins, parfois dans les poumons. Quand une personne souffre d'asthme, par exemple, parfois dans le système sanguin. Ça peut être le cas des personnes qui souffrent de migraines constantes. Donc, il est important de comprendre que
les forces intérieures de Freud passent à travers l'intestin et sortent du côté anal. Alors, celui-ci à l'inconscient. Et donc, il est important d'aider le patient à identifier les sensations des muscles mous, par exemple dans les intestins, et puis de transformer ces sensations en expression de la musculature volontaire, des muscles striés, qui se trouvent en dehors de la squelette. Et donc, l'inconscient réside dans la musculature molle, tandis que l'énergie, les sensations doivent être exprimées dans les muscles volontaires externes du corps. Il est important de comprendre que le masochisme a des défenses rigides. Les défenses rigides du cœur doivent être possédées et exprimées au niveau psychologique, énergétique et musculaire afin de découvrir les vulnérabilités sous-jacentes, telles que la honte, le désespoir, la douleur et la terreur démoniaque. Voilà le cadre de référence développé par Bennett Shapiro, un collègue bioénergétique fantastique de Vancouver. Il nous a appris comment travailler avec le diable. Shapiro disait souvent qu'il faut exorciser le diable, mais surtout pour faire des exercices avec le diable. Les prochaines diapos, nous allons aborder le travail psychologique, analytique et physique sur le corps. Du point de vue psychologique ou analytique, nous devons aider le patient à s'identifier à la fois au saint et au pécheur. Alors, excusez-moi, je contrôle l'or, je vais peut-être accélérer un petit peu. Alors, cela veut dire travailler à la fois sur l'amour et la haine, la volonté et le narcissisme secret, la souffrance et le sadisme secret. Ces états pourraient ne pas être immédiatement apparents. Je remarquais que plusieurs patients ayant des professions très exigeantes ont déclaré se sentir complètement épuisés. Ils disent « j'en peux plus ». Ils doivent avoir recours à des états de honte, de douleur profonde. Alors, je peux compatir à la détresse des travailleurs qui se sentent épuisés, surtout avec les difficultés posées par le Covid, mais j'ai eu aussi le sentiment que d'autres facteurs masochistes et autodestructeurs sont en jeu dans ce cas-là. Dans beaucoup de ce cas, j'ai aidé le patient à entrer en contact avec un surmoi vicieux et persécuteur qui avait la force démoniaque de dire « tu vas continuer, même si tu n'as pas les ressources intérieures pour le faire. Tu vas le faire, tu vas continuer. » Ce persécuteur intérieur trouve ses racines dans une enfance où
On s'attendait de ces patients qu'ils étaient de bons filles, des bons garçons, qui n'expriment aucune négativité. Alors sur moi, les seuls négatifs secrets étaient très chargés et contrôlaient tout. Donc l'énergie était cachée au niveau de l'intestin. Ce qui était disponible chez eux était un sens de tristesse et de honte qui était ressenti ici, en haut, et avec un bloc de la mâchoire et de la gueule. Michel, qui était un copain et un collègue de Reich, a décrit dans son livre monumental la théorie psychanalytique de la névrose en 1945, écrit: le masochiste projette son surmoi sur les autres et s'attend à être critiqué ou puni pour cette projection. Ensuite, il réintroduit ce qui était projeté sur lui pour alimenter sa réserve narcissique de « je suis mauvais ». L'autoréproche est anticipé parce qu'il nourrit le surmoi. Donc, le masochiste va projeter le surmoi sur l'autre et il s'attend des critiques ou des punitions à cause de cette projection, qui réintroduit pour alimenter le narcissisme et le répéter. Alors, l'autoréproche est anticipé car il nourrit le surmoi. Il s'agit d'une observation très fine qui pourrait correspondre à la dynamique à l'œuvre dans les interactions subtiles de la pratique thérapeutique lorsque le thérapeute a l'impression que le patient le snob ou exprime des petits actes de négativité que le thérapeute capte et renvoie au patient. Le thérapeute peut penser qu'il est intelligent en remarquant et en donnant un recours sur cette négativité au patient. Mais en réalité, le thérapeute est en train de nourrir le surmoi cognitif du patient. Ce n'est que lorsque la rage démoniaque et destructrice du surmoi est révélée que le patient peut s'abandonner et posséder son terreur extraordinaire et sa douleur véritable. Michel est aussi une observation qui peut être pertinente pour comprendre la prévalence des abus sexuels dans l'Église catholique en termes de saints et de pécheurs. Il observe que, en ce qui concerne l'orgueil ascétique, le sang se dit, je vais le citer, « Je me sacrifie pour la grande cause ». Et ainsi, la grandeur de la cause retombe sur moi. C'est ce que font les prêtres lorsqu'ils se castrent pour se consacrer à Dieu. L'autodestruction est la tentative de se libérer de la pression du surmoi. Et comme Freud l'a noté, les penchants pervers apparaissent sous forme de paires antithétiques, comme le masochisme et le sadisme apparaissent régulièrement chez la même personne. En d'autres termes, méfiez-vous des saints prêtres. Et sur ce point, je peux parler d'expérience. Et donc, il est essentiel d'aider les patients à s'identifier sur mon négatif qui est présent au niveau psychologique et musculaire. En ce sens, les mots du surmoi sont les mêmes que ce que Dante a écrit au-dessus des portes de l'enfer.
dans la Divine Comédie. Abandonnez l'espoir, vous tous qui entrez. Robert Hilton, notre estimé collègue bioénergétique californien, a développé un modèle que Steven Johnson a incorporé dans ce livre, Signes de caractère. Peut-être vous connaissez déjà le livre. Le titre en anglais est Character Styles. Robert Hilton explique comment la force vitale, c'est-à-dire affirmer son droit à s'affirmer, se heurte à un bloc environnemental qui lui transmet le message « Non, tu n'as pas le droit de t'affirmer et si tu le fais, tu seras écrasé ». La personne, donc, s'élève au-dessus de cela dans un faux moi ou adapté qui dit « Je vivrai sans m'affirmer, je suis ici pour servir, je n'ai pas besoin de plaisir ». Cependant, au niveau somatique, le corps se contracte en une énorme fermeture. Il est comprimé. Le cou, la gorge sont serrés. Les yeux expriment la souffrance. Les fesses, les ischio-jambiers sont tendus. La crise donne naissance à un moi négatif ou surmoi qui tire à force des contractions du corps. Il exerce un contrôle écrasant et détruit tout espoir de retrouver la vie et l'amour. Maintenant, je vais parler du travail énergétique et musculaire que l'on peut faire en tant que thérapie corporelle avec les masochistes. Et du point de vue énergétique et musculaire, il faut aider les patients à identifier les blocages somatiques au niveau du cou, au niveau des épaules, au niveau du plancher pelvien et du bas du dos. À ce but, on utilise des techniques bioénergétiques qui ouvrent les deux zones. Ces exercices expressifs sont accompagnés normalement par des mots qui expriment la résistance et la négativité du masochisme. Par exemple, je ne le ferai jamais, je ne le ferai pas, lâche-moi, tu ne le feras pas et de suite. Les exercices bioénergétiques suivants doivent être utilisés avec précaution. Sur ma diapo, j'ai écrit que ces techniques doivent être utilisées uniquement lorsque le thérapeute a une formation appropriée. Dans la relation thérapeutique, il faut avoir vraiment une relation très forte et bien établie. Le patient doit être en mesure de connaître, de s'approprier de ses défenses psychologiques et musculaires. Donc, il faut avoir une stabilité raisonnable pour faire ces exercices. Si le patient a des caractéristiques borderline, une structure très fragile, les exercices ne sont pas recommandés. Le premier exercice sollicite les défenses des épaules et du cou. Le patient tord une serviette en la tenant à la hauteur de sa tête, juste au-dessus. Je vous le montre. Je vais prendre la serviette et je vous montre. Voilà. Donc, le patient doit garder la serviette et la tordre comme ça, en haut. Les mains sont alignées comme ça.
Donc, le patient est bien enraciné. Le thérapeute énergétique aide la personne à s'enraciner, à utiliser les énergies avant de commencer l'exercice. Et tordant la serviette, la personne peut prononcer des mots. Tu ne parviendras jamais à me faire exprimer mes sentiments. Ha, 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 ha. Jamais. Cette expression, ha, ha, vous voyez, on peut l'utiliser avec du humorisme. Donc, cet exercice peut aussi être modifié en passant de ha à hi. Donc, c'est une expression un peu plus froide au niveau de la négativité. Donc, je peux m'asseoir. Ça va mieux d'être debout, mais en fait, l'exercice est le suivant. Hi. Tu ne parviendras jamais à me faire exprimer mes sentiments. Jamais, jamais. Donc, on fait cela avec de l'énergie, avec de la force plus froide. Cela permet d'avoir accès à l'énergie dans cette zone et après l'exercice, la personne peut faire bouger un peu les muscles, les épaules et ensuite on parle un peu de l'expérience. Donc la personne elle raconte son expérience. Comme je vous avais dit, c'est seulement à travers l'expression de ces mots, jamais on peut rentrer en contact avec les vulnérabilités sous-jacentes qui sont liées à ces mots. Quand je dis jamais, je peux mieux comprendre ma vulnérabilité, ma honte, ma douleur. Je peux aussi m'abandonner ou je peux permettre aux sentiments les plus profonds de apparaître. J'ai développé un autre exercice, un peu plus difficile peut-être, mais cela dépend aussi de vos ressources. Vous pouvez prendre par exemple une chaise, demander au patient de s'asseoir sur un côté de la chaise ou d'un tabouret ou d'un sofa ou d'un tabouret bioénergétique en exerçant une pression sur la partie osseuse du bassin et en s'appuyant sur les entrejambes de la chaise pour sentir la douleur, l'énergie au niveau du bassin. Et donc, si l'on redresse le dos et la mâchoire, cette énergie négative arrive à sortir et à sortir du bassin en disant jamais, jamais. Vous sentez exactement qu'il y a cette profondeur. Nous avons l'énergie qui sort, qui ressort directement du corps. Cet exercice peut susciter une très forte colère directement dans les yeux. Le thérapeute donc doit être capable de soutenir et d'égaler la force de cette colère, d'être en ligne avec cette colère. Le thérapeute doit avoir fait un travail profond et se sentir à l'aise avec sa propre capacité de gérer la colère, le sadisme, afin de pouvoir supporter la rage démoniaque qui peut émerger du patient après cet exercice ou durant cet exercice.
Ensuite, cela peut aussi être utile pour aider le patient à comprendre qu'une partie, voire la totalité de cette colère démoniaque est une introjection de son côté plus obscur d'une figure parentale. Et ce côté ombre de la figure parentale qui a été assumé dans son enfance en raison de son amour, de sa tendresse pour le parent, parce que l'amour de l'enfant n'était pas suffisant pour guérir le parent de cet échec de l'amour qui ne pouvait être perçu par l'enfant que comme quelque chose qui n'allait pas chez lui et que donc il devait se sentir coupable et honteux en raison d'une capacité d'amour inadéquate de la part de l'enfant. Après, il y a de nombreuses autres techniques bioénergétiques expressives pour relâcher les défenses au niveau du cou, des épaules, du bassin. Par exemple, donner des coups de pied sur un matelas, faire une crise de colère, frapper des oreillers avec une raquette, pousser avec les bras ou avec les jambes. Et il peut être utile lors de l'exécution de ces exercices, utiliser les expressions de résistance et de négativité évoquées plus haut, telles que par exemple je ne ferai jamais ou tu ne le ferais jamais, tu n'arriveras jamais à me faire faire, etc. On va terminer bientôt parce que je vois que le temps passe rapidement. Et donc, travailler psychologiquement, énergétiquement et musculairement avec le côté ombre, obscur, le démoniaque est peut-être la seule expression authentique de la force vitale bloquée dont dispose le patient masochiste. Rappelez-vous que la couche démoniaque est profondément enfouie dans les viscères organes internes, dans le plancher pelvien, et donc il ne s'agit pas d'un travail facile car le trompeur, le diable, se cache et se complaît à vaincre à la fois le patient et le thérapeute. Le thérapeute doit continuer à travailler dur pour identifier les défenses masochistes en permanence et en permanence les nommer avec sensibilité et avec respect. Et ce n'est que lorsque le masochiste possède vraiment son soi démoniaque qu'il peut vraiment faire le deuil pour la perte de son moi authentique. La récompense pour le patient est alors un sentiment de profond soulagement de ne plus être condamné. Il n'a plus besoin d'être un saint et il sera profondément reconnaissant au thérapeute qui l'a aidé à retrouver sa foi, ses espoirs et sa réelle capacité à aimer en tant qu'être humain. Et en conclusion de cet exposé, j'aimerais exprimer ma profonde gratitude à trois personnes en particulier. Tout d'abord à Bob Hilton de Los Angeles. Je suis allée à Los Angeles de New Zealand en 1996 et je travaillais avec Bob pendant 6 semaines. Et je dois dire que son exquise sensibilité à ma souffrance masochiste a d'abord révélé la présence de mon moi démoniaque et de mon sadisme secret. Après, je dois dire merci à Bob Lewis de New York, que j'ai connu en 2010 et qui m'a courageusement soutenu en risquant de devenir effectivement un diable incarné et qui a libéré la terreur et la douleur de mon cadre tellement dense, littéralement au son d'éclairs et de tonnerre au-dessus de ces pièces, en me transformant en un être humain normal. Et enfin, je tiens à dire merci à Pi Bowden, ma partenaire dont l'amour inconditionnel, inébranlable, a fait en sorte que je ne retourne pas dans mon bourbier masochiste, ou du moins pendant pas trop de temps. Pour conclure cet exposé sur le masochisme, j'aimerais partager un rêve que je fais il y a 15 jours quand je me préparais pour ce webinaire. J'ai fait un petit dessin de ce rêve
j'ai rêvé que je me trouvais dans un grand paysage aride et stratifié, très ancien, tel qu'on peut en trouver en Mongolie, par exemple. Il y avait une très grande dépression et il y avait cette petite pente à côté du lac. Et en regardant cette pente vers le lac, immédiatement, un flot d'eau de mer s'est soudainement renversé et a rempli cette dépression, cette pente, comme une mer antérieure, propre comme une mer antérieure. Et au fur et à mesure que l'eau pénétrait dans les couches profondes et la rendait plus souple, des fossiles, des grands dents de requins, le mégalodon, l'ancien requin géant, commençait à faire surface. Voilà, donc, je souhaite à vous tous tout ce qu'il y a de mieux, une bonne continuation dans vos explorations du paysage masochiste. Mon souhait est que vous puissiez aider vos patients masochistes à trouver dans leur douleur, dans leur agression démoniaque, la restauration de leur bon moi et que leur non omnipotent, longtemps réprimé, puisse être transformé dans un grand oui exubérant à la vie et à l'amour. Merci de votre écoute et je serai heureux de répondre à toutes vos questions. Merci. Merci, Gary. Maintenant, je demande à Marc, s'il te plaît, l'autorisation pour réactiver mon écran parce qu'on n'arrive pas à montrer notre webcam. Mais entre-temps, je peux commencer à te poser quelques questions, Gary. Voilà la première question. C'est la question de Michel. L'inconscient, comme tu viens de le dire, réside dans les muscles mous du corps. Cela concerne seulement le caractère masochiste ou aussi tous les autres types de caractères. Il s'agit d'une affirmation générale. Ce n'est pas seulement pour le caractère masochiste. Il faut comprendre, cela est important, que notre inconscient réside dans les intestins et même dans la partie inférieure du cerveau, mais qu'il se manifeste plutôt dans les muscles souples du corps. Et cela est valable pour tous les êtres humains, pas seulement pour ceux qui ont une structure du caractère masochiste. Donc, d'accord, cela existe dans le masochiste et aussi dans les autres types, mais dans le masochiste, tout cela va se figer. Et donc, il commence dans la structure musculaire souple du corps et après, il se transforme dans une fixation. Comment, la deuxième question, comment peut-on aider les personnes pour exprimer tout peut continuer, continue comme ça va bien. Comment peut-on l'exprimer? Donc, comment différencier l'aide pour exprimer, ça va continuer et le support du véritable instinct de vie, la véritable expression de l'énergie du soi, l'expression de vie. Donc, comment peut-on différencier ces deux éléments? Est-ce que la question que je viens de poser est claire? Je ne sais pas si j'ai bien compris exactement la question. Voilà, je répète alors la question. En général, disons, il faut être libre de supporter, soutenir la véritable énergie de survie, de l'expression de vie. Et je ne crois pas qu'on
qu'on puisse pas faire une différence. Il y a une forme de soutien général. Ce que j'ai pu remarquer avec les thérapeutes qui m'ont supporté moi-même, la chose qui m'a influencé le plus, c'était que le thérapeute arrivait à entrer dans les détails les plus exquis au niveau énergétique d'un moi pour comprendre ce qui se passait en moi. Donc, il y avait ce soutien général qui est sans doute utile, mais en même temps, ce support doit entrer dans la compréhension esquisse de mon expression énergétique. Très bien, je crois que Dr. Wegner avait posé cette question car souvent, lorsqu'on parle de support général, on parle de super-moi, tandis que ici, nous voulons rentrer plus en profondeur de l'expression réelle. Après, il y a une autre question qui a été posée. Quelle est la définition actuelle de trouble de la personnalité qui se rapproche le plus au caractère masochiste? C'est le collègue Fulvio qui a posé cette question. Très bien. Je crois que, vu la structure solide des masochistes, ceux-ci ont un moi stable. Mais ce moi est très bien caché, secrètement enfoui dans la partie la plus profonde de la personne. Et donc, même s'il y a ce sens profond du moi, il y a beaucoup d'énergie dans le masochiste au niveau du système. Et voilà pourquoi le masochiste est plus névrotique. Il tend à un fonctionnement de névrose. Oui, je dirais alors qu'il se rapproche plutôt à ce type de trouble de la personnalité. Donc, au niveau de continu, au niveau intermédiaire, pas aux deux extrêmes, le moi est plus stable, donc il n'y a pas un véritable trouble. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais lorsqu'on parle de structure de caractère, nécessairement, on ne parle pas de trouble de la personnalité, on ne parle pas de pathologie, mais on parle d'une structure de caractère qui peut avoir aussi un fonctionnement correct dans la vie quotidienne. Oui, c'est ça, c'est correct, c'est comme ça. Je crois que cette question qui a été posée aussi dans d'autres séminaires, concernant le trouble de la personnalité et la structure du caractère et le parallélisme entre les deux. Vous savez, il y a des traits de distinction du masochisme lorsque nous parlons d'être solide, fiable, d'être à même de pouvoir continuer, comme on le disait avant, d'être de support. Donc, toute une série de traits de distinction du masochisme qui sont parfois insolites. Mais il ne s'agit pas d'un trouble de la personnalité. Cela concerne plutôt l'organisation de la personnalité ou les effets de cette personnalité. Après, il y a une autre question de Monica. La sensualité masochiste peut-elle être transformée dans une sexualité moins subordonnée au plaisir des autres? Donc, un masochiste peut-il aussi atteindre le plaisir, être moins dépendant? Est-ce qu'il y a cette possibilité? Voilà la question que Monica nous a posée. Oui, merci pour cette belle question. Comme Rocken Ronan l'a dit, le masochisme fort comporte une sorte d'inhibition de la sexualité.
Et moi, je crois que le masochiste, au contraire, est désireux d'amour, d'aimer. Et si l'on voit la structure masochiste, la sexualité de la région génitale se présente de manière explicite, évidente, et le masochiste est à même d'éprouver un grand plaisir même. Et je n'ai pas parlé de cet aspect en entrant dans le détail, mais je peux vous rappeler que dans le cadre de l'Église catholique, il peut y avoir parfois la suppression totale de la sexualité avec une forme de castration des prêtres, par exemple. Et je me rappelle aussi que dans un moment, dans une époque de ma vie, j'avais compris que je devais pécher énormément pour devenir un brave et bon être humain. Et donc, j'invite les masochistes aussi à pécher pour devenir des êtres humains meilleurs. Et je crois que cela est vraiment très important parce que nous parlons d'un trait du caractère qui rapproche la rigidité. Donc, la gestion du plaisir est très difficile à cause de ça. Après une autre question, le masochiste est-il la même d'éviter des techniques bioénergétiques? Est-ce qu'il arrive à skipper ces techniques? C'est la question posée par Manuela. Oui, tout à fait. Effectivement, nous en avons déjà parlé parce que le masochiste a en moi qui est enfoui à l'intérieur car il lutte pour gérer la terreur et le contrôle de ce surmoi avec une grande capacité d'évolution. Et donc, oui, sans doute. Alors, nous pouvons dire que le masochiste est un expert pour éviter les techniques bioénergétiques. Et maintenant, je répète la question. Comment le trait caractériel du masochiste réussit-il à éviter les techniques bioénergétiques? Est-ce que l'utilisation des techniques bioénergétiques peuvent s'avérer dangereuses avec ce type de patient masochiste? Non, je crois que nos techniques sont des techniques très fortes. Et donc, elles doivent être utilisées avec beaucoup de précautions. Il doit y avoir un fort rapport thérapeutique entre le thérapeute et le patient, car la technique que nous utilisons ne doit pas apporter à la fragmentation de la personnalité du patient. Et donc, notre technique doit être utilisée avec beaucoup de précautions, surtout par rapport à la capacité des patients que nous avons devant nous. Voilà pourquoi on parle de prudence. Il est important que le thérapeute bioénergétique connaisse et maîtrise à plein les techniques avant de les utiliser avec ce type de patients, parce que ce ne sont pas des simples techniques, mais elles représentent une partie intégrante du processus de guérison du patient. Après, nous avons une autre question toujours concernant les techniques. Est-ce que tu as déjà eu des expériences de mindfulness, de compassion de soi, donc de techniques similaires qui peuvent être intégrées dans le processus d'analyse bioénergétique que tu peux proposer aux patients masochistes? Merci pour la question qui a été posée par Giovanna. Ce thème est un thème
surgit aussi lors d'autres séminaires. On m'a déjà posé cette question. Mindfulness est très importante. Elle fait partie de la thérapie, du processus thérapeutique. C'est-à-dire, il faut être conscient, il faut prendre la pleine conscience pour devenir calme dans le moi le plus profond, pour être conscient de tout ce qui est en train de se passer autour de nous. Une des difficultés que j'ai remarquées avec la mindfulness est la suivante. Parfois, la mindfulness, cette prise de pleine conscience, peut être utilisée seulement comme une technique de méditation au niveau de l'esprit qui porte la personne à se concentrer sur la tête, la partie supérieure du corps, tandis qu'avec la bioénergétique, nous voulons porter la personne à travailler sur la partie inférieure jusqu'aux intestins. Et donc, on a besoin d'avoir cette pleine conscience de l'énergie qui flux dans les intestins et dans le plancher pelvien. Et donc, nous devons faire face à cette peur du soir. Et donc, plutôt que de mindfulness, je dirais qu'il faut parler de bodiness. Oui, c'est correct. Lors de ton explication, ce terme m'est venu à l'esprit parce que tu l'as très bien expliqué. Et donc, alors, j'ai cru pouvoir parler de bodiness et pas de mindfulness. Oui, parce que nous avons besoin de mind and body, d'esprit et de corps. Donc, c'était une blague, mais cela me permet de reprendre la prochaine question. La dynamique masochiste, comment peut-elle mener jusqu'à la pédophilie? Est-ce que tu crois qu'il puisse y avoir une dynamique masochiste qui peut amener la personne à devenir pédophile? Donc, est-ce qu'il y a ce type de dynamique dans un patient, dans un partenaire? Oui. Est-ce qu'il peut y avoir un développement en pédophilie? Bon, c'est une grande question. Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec le thème de la pédophilie, donc en réalité, je ne connais pas exactement comment répondre à cette question. J'ai travaillé plutôt avec une personne qui était attirée par des enfants. Mais en réalité, les thèmes sous-jacents avec ce patient n'étaient pas strictement liés au masochisme. Il s'agissait plutôt d'un sens d'autodestruction. Ce sens de destruction vis-à-vis des émotions. Une forme de nihilation, de destructivité qui était manifestée et a porté par la suite à un développement édipien qui s'est transformé dans une perversion sexuelle. Et je ne sais pas si cela peut être lié au masochisme en soi. Donc, je ne peux pas répondre de manière très précise à cette question. Après, il y a une autre question de Lionel qui a écouté cette présentation, cette leçon, et il a fait une réflexion et une personne autre masochiste lui est venue à l'esprit. Et donc, elle pose la question suivante. Quel type de partenaire cherche-t-il un patient masochiste? Je m'excuse pour mon anglais, comme l'a fait aussi Lionel pour sa question. Alors, le patient masochiste, quel est le type de partenaire que cherche-t-il?
ou elle. Alors, le masochiste va-t-il chercher un partenaire qui représente un choix vital, donc capable d'augmenter sa vitalité, ou un partenaire capable de réduire sa vitalité? Quel est le type de partenaire qu'un masochiste recherche? Je ne sais pas si j'ai bien saisi la question, Patricia. Peut-être, dans la substance, nous pourrions résumer la question comme ça. Quel est le type de partenaire qu'un masochiste choisit? Le masochiste présente une grande vitalité bien cachée, enfouie en soi. Et les défis pour libérer cette grande vitalité, cette grande énergie demandent un grand travail. Et donc, le partenaire cherché par le masochiste sera un partenaire capable de supprimer cette énergie? Oui, je crois que oui. Nous avons reçu beaucoup de questions et nous avons aussi reçu des demandes concernant la bibliographie que tu nous as présentée, parce que ta présentation a intéressé les participants et ils désirent donc approfondir les contenus. Donc, je te demande, s'il te plaît, de nous envoyer une bibliographie de référence. Oui, sans doute, avec plaisir. Je vais le faire. Mon adresse email est garycockwarn, deux fois R, garycockwarn 001 @gmail.com. Et sans doute, je vais envoyer la bibliographie à tous ceux qui vont me écrire un email. Merci beaucoup, Gary. À toi, Patricia, merci beaucoup pour ton soutien. Merci aussi aux traducteurs pour leur travail de qualité. Et je remercie aussi à tous ceux qui ont décidé de consacrer leur temps et de rester avec nous. Merci à toi, Gary, pour ta présentation si riche, stimulante. Le thème est énorme et merci pour la richesse et la délicatesse avec qui tu nous l'as présenté. Merci. Merci beaucoup et au revoir.